24 heures de la vie d'une femme, Stephen Zweig. Mrs. C, la vieille dame anglaise aux cheveux blancs et pleine de distinction, était sans conteste la présidente d'honneur de notre table. Bien droite sur son siège, manifestant à l'égard de chacun une amabilité toujours égale, parlant peu et cependant extrêmement intéressante et agréable à entendre, son physique seul était déjà un bienfait pour les yeux. Un recueillement et un calme admirable rayonnaient de son être, empreint d'une réserve aristocratique. Dans une certaine mesure, elle se tenait à distance de tous. Bien qu'avec un tact très fin, elle sut avoir pour chacun des égards particuliers. Le plus souvent, elle s'asseyait au jardin, avec des livres. Parfois, elle jouait au piano. Ce n'était que rarement qu'on la voyait en société ou engagée dans une conversation animée. On la remarquait à peine, et pourtant, elle avait sur nous une puissance singulière. Car sitôt qu'elle fut intervenue, pour la première fois, dans notre discussion, nous éprouvâmes tous le pénible sentiment d'avoir parlé trop fort et sans nous contrôler. Mrs. C avait profité de l'interruption désagréable qu'avait causée le monsieur allemand en se levant brusquement de sa place avant de se savoir calmer. À l'improviste, elle leva ses yeux gris et clairs, nous regarda un instant avec indécision, pour réfléchir ensuite à la question avec la quasi-précision d'un expert. « Vous croyez donc, si je vous ai bien compris, que Madame Henriette, qu'une femme peut, sans l'avoir voulu, être précipitée dans une aventure soudaine, qu'il y a des actes qu'une telle femme aurait elle-même tenus pour impossibles 1 heure auparavant et dont elle ne saurait être rendue responsable. »« Je le crois absolument, madame. » Ainsi donc, tout jugement moral serait complètement sans valeur, et toute violation des lois de l'éthique justifiée. Si vous admettez réellement que le crime passionnel, comme disent les Français, n'est pas un crime, pourquoi conserver des tribunaux? Il ne faut pas beaucoup de bonne volonté, et vous avez une bonne volonté étonnante, ajouta-t-elle en légèrement souriant, pour découvrir dans chaque crime une passion, et, grâce à cette passion, une excuse. Le ton clair et en même temps presque enjoué de ses paroles me fit un bien extraordinaire. Imitant malgré moi sa manière objective, je répondis mi-plaisant, mi-sérieux. À coup sûr, les tribunaux sont plus sévères que moi en ces matières. Ils ont pour mission de protéger implacablement les mœurs et les conventions générales. Cela les oblige à condamner, au lieu d'excuser. Mais moi, simple particulier, je ne vois pas pourquoi, de mon propre mouvement, j'assumerai le rôle du ministère public. Je préfère être défenseur de profession. J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger. Mrs. C me regarda un certain temps, bien en face, avec ses yeux clairs et gris, et elle hésita. Je craignais déjà qu'elle ne m'eût pas très bien compris, et je me disposais à lui répéter en anglais ce que j'avais dit. Mais avec une gravité remarquable et comme dans un examen, elle continua ses questions. Ne trouvez-vous donc pas méprisable ou odieuse une femme qui abandonne son mari et ses enfants pour suivre un individu quelconque dont elle ne peut pas encore savoir s'il est digne de son amour? Pouvez-vous réellement excuser une conduite si risquée et si inconsidérée chez une femme qui, après tout, n'est pas des plus jeunes et qui devrait avoir appris à se respecter, ne fût-ce que par égard pour ses enfants? Je vous répète, madame, fis-je en persistant, que je me refuse à prononcer un jugement ou une condamnation sur un cas pareil. Mais devant vous, je puis tranquillement reconnaître que tout à l'heure, j'ai un peu exagéré. Cette pauvre Madame Henriette n'est certainement pas une héroïne. Elle n'a même pas une nature d'aventurière, et elle n'est en rien moins qu'une grande amoureuse. Autant que je la connaisse, elle ne me paraît qu'une femme faible et ordinaire, pour qui j'ai un peu de respect parce qu'elle a courageusement suivi sa volonté, mais pour qui j'ai encore plus de compassion, parce qu'à coup sûr, demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui, elle sera profondément malheureuse. Peut-être a-t-elle agi sottement. De toute façon, elle s'est trop pâtée. Mais sa conduite n'a rien de vil, ni de bas. Et, après comme avant, je dénie à chacun le droit de mépriser cette pauvre, cette malheureuse femme. Et vous-même, avez-vous encore autant de respect, autant de considération pour elle? Ne faites-vous pas de différence entre la femme honnête, en compagnie de qui vous étiez avant-hier, et cette autre qui a décampé hier, avec un homme totalement étranger? Aucune. Pas la moindre, non. Pas la plus légère. Is that so? Malgré elle, elle s'exprimait en anglais, tant l'entretien paraissait l'intéresser singulièrement. Et après un court moment de réflexion, son regard clair se leva encore une fois, interrogateur sur moi. Et si demain vous rencontriez Madame Henriette, par exemple à Nice, au bras de ce jeune homme, la salueriez-vous encore? Certainement. Et lui parleriez-vous? Certainement. Si vous étiez marié, présenteriez-vous à votre épouse une femme pareille,
tout comme si rien ne s'était passé. Certainement. Would you really? Dit-elle de nouveau en anglais, avec un étonnement incrédule et stupéfait. Surely, I would, répondis-je également en anglais, sans m'en rendre compte. Mrs. C se tut. Elle paraissait toujours plongée dans une intense réflexion, et soudain elle dit, tout en me dévisageant, comme étonnée de son propre courage, « I don't know if I would. Perhaps I might do it also. » Et pleine de cette assurance indescriptible avec laquelle seuls des Anglais savent mettre fin à une conversation d'une manière radicale et cependant sans grossière brusquerie, elle se leva et me tendit amicalement la main. Grâce à son intervention, le calme était rétabli, et, en nous-mêmes, nous lui étions tous reconnaissants de pouvoir encore, bien qu'adversaires l'instant d'avant, nous saluer assez poliment, en voyant la tension dangereuse de l'atmosphère se dissiper sous l'effet de quelques faciles plaisanteries. Bien que notre discussion se fût terminée courtoisement, il n'en subsista pas moins après cet acharnement et cette excitation une légère froideur entre mes contradicteurs et moi. Le couple allemand se montrait réservé, tandis que l'Italien se complaisait à me demander sans cesse, les jours suivants, avec un petit air moqueur, si j'avais des nouvelles de la cara signora Angelita. Malgré l'urbanité apparente de nos manières, il y avait à notre table quelque chose d'irrévocablement détruit dans la loyauté et la franchise de nos rapports. La froideur ironique de mes anciens adversaires m'était rendue plus frappante par l'amabilité toute particulière que Mrs. C me manifestait depuis cette discussion. Elle, qui d'habitude était de la plus extrême discrétion, et qui en dehors des repas ne se laissait presque jamais aller à une conversation avec ses compagnons de table, elle trouva alors plusieurs fois l'occasion de m'adresser la parole dans le jardin, et je pourrais presque dire de m'honorer en me distinguant, car la noble réserve de ses manières conférait à un entretien particulier le caractère d'une faveur spéciale. Oui, pour être sincère, je dois dire qu'elle me recherchait vraiment, qu'elle saisissait chaque occasion d'entrer en conversation avec moi, et cela si visiblement j'aurais pu en concevoir des pensées vaniteuses et étranges, si elle n'eût pas été une vieille dame aux cheveux blancs. Mais chaque fois que nous parlions ainsi, notre conversation revenait inéluctablement à notre point de départ, à Madame Henriette. Mrs. C paraissait prendre un plaisir secret à accuser de manque de sérieux et de tenue morale cette femme oublieuse de son devoir. Mais, en même temps, elle paraissait se réjouir de la fidélité avec laquelle ma sympathie était restée du côté de cette femme fine et délicate, et de voir qu'à chaque fois, rien ne pouvait m'amener à renier cette sympathie. Toujours elle orientait nos entretiens dans ce sens. Finalement, je ne savais plus que penser de cette insistance singulière et presque empreinte de spleen. Cela dura quelques jours, 5 ou 6, sans qu'une de ses paroles eût trahi la raison pour laquelle ce sujet de conversation avait pris pour elle une certaine importance. Mais j'en acquis la certitude lorsque, au cours d'une promenade, je lui dis par hasard que mon séjour ici touchait à sa fin et que je pensais m'en aller le surlendemain. Alors son visage d'ordinaire si paisible prit soudain une expression étrangement tendue, et sur ses yeux gris de mer passa comme l'ombre d'un nuage. « Quel dommage! J'aurais encore tant de choses à discuter avec vous, » dit-elle. Et dès ce moment, une certaine agitation, une certaine inquiétude indiqua que tout en parlant, elle songeait à quelque chose d'autre, qui l'occupait vivement, et qui la détournait de notre entretien. Puis cet état d'absence sembla la gêner elle-même, car après un silence soudain, elle me tendit brusquement la main en déclarant « Je vois que je ne puis pas exprimer clairement ce que je voudrais vous dire. Je préfère vous écrire. » Et d'un pas plus rapide que celui que j'étais habituée à lui voir, elle se dirigea vers l'hôtel. Effectivement, le soir, peu de temps avant le dîner, je trouvai dans ma chambre une lettre d'une écriture énergique et franche, bien à elle. Malheureusement, j'ai fait montre d'une certaine insouciance concernant la correspondance reçue dans mes années de jeunesse, si bien que je ne puis pas reproduire le texte même de sa lettre. Je dois me contenter d'en indiquer à peu près la teneur, où elle me demandait si elle pouvait se permettre de me raconter un épisode de sa vie. Cet événement, écrivait-elle, était si ancien qu'il ne faisait pour ainsi dire plus partie de sa vie actuelle. Et du fait que je partais dès le surlendemain, il lui devenait plus facile de parler d'une chose qui, depuis plus de 20 ans, l'avait occupée et tourmentée intérieurement. Si donc un tel entretien ne m'était pas importun, elle me priait de lui accorder 1 heure. Cette lettre, dont je n'esquisse ici que le contenu, me fascina extraordinairement. Son anglais, à lui seul, lui donnait un haut degré de clarté et de fermeté.
Néanmoins, il ne me fut pas aisé de trouver une réponse, et je déchirai 3 brouillons avant de lui répondre. C'est pour moi un honneur que vous m'accordiez tant de confiance, et je vous promets de répondre sincèrement, au cas où vous me le demanderiez. Naturellement, il va sans dire que vous restez libre de ce que vous voudrez me confier. Mais ce que vous me raconterez, racontez-le, à vous et à moi, avec une entière vérité. Je vous prie de croire que je considère votre confiance comme une exceptionnelle marque d'estime. Le soir même, mon billet passa dans sa chambre, et le lendemain matin, je trouvai cette réponse. Vous avez parfaitement raison. La vérité à demi ne vaut rien. Il la faut toujours entière. Je rassemblerai toutes mes forces pour ne rien dissimuler vis-à-vis de moi-même ou de vous. Venez après dîner dans ma chambre. À 67 ans, je n'ai à craindre aucune fausse interprétation. Car dans le jardin ou dans le voisinage des gens, je ne puis parler. Croyez-moi, il ne m'a pas été facile de me décider. Avant la fin de la journée, nous nous vîmes encore à table et nous conversâmes gentiment de choses indifférentes. Mais dans le jardin déjà, me rencontrant, elle m'évita avec une confusion visible. Et ce fut pour moi pénible et touchant à la fois de voir cette vieille dame aux cheveux blancs s'enfuir devant moi, craintive comme une jeune fille dans une appelée de pin parasol. Le soir, à l'heure convenue, je frappai à sa porte. Elle s'ouvrit aussitôt. La chambre était plongée dans une certaine pénombre. Seule une petite lampe sur la table jetait un cône de lumière jaune dans la pièce, où régnait déjà une obscurité crépusculaire. Sans aucun embarras, Mrs. C. vint à moi, m'offrir un fauteuil, et s'assit en face de moi. Chacun de ses mouvements, je le sentais bien, était étudié. Mais il y eut une pause, manifestement involontaire, celle qui précède une résolution difficile, pause qui dura longtemps, très longtemps, et que je n'osais pas rompre en prenant la parole, parce que je sentais qu'ici, une volonté forte luttait énergiquement contre une forte résistance. Du salon au-dessous montaient parfois en tourbillonnant les sons affaiblis et décousus d'une valse, et j'écoutais avec une grande tension d'esprit, comme pour ôter à ce silence un peu de son oppression. Elle aussi semblait être désagréablement affectée par la dureté antinaturelle de ce silence, car soudain, elle se ramassa comme pour s'élancer, et elle commença. Il n'y a que la première parole qui coûte. Je me suis préparée depuis déjà 2 jours à être tout à fait claire et véridique. J'espère que j'y réussirai. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pourquoi je vous raconte tout cela, à vous qui m'êtes étrangers. Mais il ne se passe pas une journée, à peine 1 heure, sans que je pense à cet événement. Et vous pouvez en croire la vieille femme que je suis, si je vous dis qu'il est intolérable de rester le regard fixé, sa vie durant, sur un seul point de son existence, sur un seul jour. Car tout ce que je vais vous raconter occupe une période de seulement 24 heures, sur 67 ans. Et je me suis moi-même souvent dit jusqu'au délire, quelle importance si on a eu un moment de folie, un seul. Mais on ne peut pas se débarrasser de ce que nous appelons, d'une expression très incertaine, la conscience. Et lorsque je vous ai entendu examiner si objectivement le cas Henriette, j'ai pensé que peut-être cette façon absurde de me tourner vers le passé et cette incessante accusation de moi-même par moi-même prendrait fin si je pouvais me décider à parler librement devant quelqu'un de ce jour unique dans ma vie. Si au lieu d'être de religion anglicane, j'étais catholique, il y a longtemps que la confession m'aurait fourni l'occasion de me délivrer de ce secret. Mais cette consolation nous est refusée. Et c'est pourquoi je fais aujourd'hui cette étrange tentative de m'absoudre moi-même en vous prenant pour confident. Je sais que tout cela est très singulier, mais vous avez accepté sans hésiter ma proposition. Et je vous en remercie. Je vous ai déjà dit que je voudrais vous raconter un seul jour de ma vie. Le reste me semble sans importance, et ennuyeux pour tout autre que moi. Jusqu'à mes 42 ans, il ne m'arriva rien que du tout à fait ordinaire. Mes parents étaient de riches landlords en Écosse. Nous possédions de grandes fabriques et de grandes fermes.